Et maintenant, que va-t-il se passer chez Air France après le rejet par une majorité de salariés du projet d'accord et l'annonce de la démission du PDG Jean-Marc Janaillac? L'incertitude et l'inquiétude semblent désormais l'emporter au sein de la compagnie. Nous allons parler de tout cela avec Christophe Campestre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commandant de bord chez Air France depuis près de 30 ans, vice-président du syndicat des pilotes d'Air France, le SPAF. Alors pour que les choses soient des plus claires possibles pour nos auditeurs, pourriez-vous nous rappeler dans un premier temps l'ensemble de vos revendications? Eh bien, écoutez, ce sont des revendications qui sont faites en intersyndical, donc qui réunissent, ce qui veut dire que ça réunit plusieurs syndicats, des syndicats de métiers du sol, des syndicats de métiers navigants, hôtesses et stewards et pilotes. Ça consiste essentiellement à demander un rattrapage de l'inflation sur les 6 dernières années, puisque la compagnie allant mal après la crise financière de 2008, nous avons été obligés de faire des efforts. Donc, les salaires ont été bloqués là pendant 6 ans. Et donc, c'est aussi simple que ça, c'est un rattrapage de l'inflation en fait sur ces 6 années, ce qui correspond à peu près à 5,2% d'augmentation des grilles. Alors, néanmoins, donc, malgré ce rattrapage et ces efforts, Air France est déficitaire au jour d'aujourd'hui. La compagnie perd 274 millions d'euros, là où British Airways gagne 1,3 milliard d'euros, Lufthansa plus 2,36 milliards. Alors finalement, est-ce que en quittant Air France aujourd'hui, Jean-Marc Janaillac ne pourra-t-il pas dire dans 10 ans, lorsque la compagnie sera une compagnie de seconde zone, voire une compagnie en faillite, je fais bien évidemment référence aux propos de Bruno Le Maire, les salariés n'auront pas voulu m'écouter, mais j'avais raison. Évidemment aussi quand on sait que le mouvement débuté en mars a déjà coûté 300 millions d'euros. Alors sur les chiffres, je pense que c'est pas tout à fait exact dans le sens où l'année dernière on a été bénéficiaire, on n'a pas été déficitaire. Donc même si on a été beaucoup moins que British Airways ou Lufthansa, c'était un résultat positif. Sur le premier trimestre, là, les chiffres qui viennent d'être annoncés sont négatifs. Mais si vous regardez l'histoire d'Air France sur les 15 dernières années, tous les premiers trimestres sont négatifs. C'est le plus mauvais trimestre de la compagnie. C'est structurel, c'est lié, on est saisonnier, donc forcément on gagne moins d'argent pendant l'hiver qu'on en gagne pendant l'été. Voilà. Ensuite, sur les 300 millions de pertes de la grève, ça malheureusement on en est tout à fait conscient. Mais ce cher monsieur Janaillac, c'est un peu de sa faute tout ça, parce qu'on dit toujours c'est la faute aux méchants syndicalistes, aux méchants grévistes qui font perdre de l'argent à la compagnie, qui les mettent en danger. Mais il faut bien se rendre compte que c'est toujours quelque chose qui marche dans les deux sens, c'est-à-dire en fait on a des interlocuteurs qui en l'occurrence n'ont jamais entamé le dialogue, dans la compagnie dans une situation de blocage. Alors après, quand on interroge la population avec un taux de participation qui est quand même plus qu'honorable pour ce genre de référendum et que la majorité des gens est contre un accord, peut-être que M. Janaillac n'a pas pris du tout la mesure du mécontentement de la compagnie, de l'inquiétude des gens. Donc c'est lui qui met en danger la compagnie, donc il ne peut pas venir après faire la morale, voire faire la leçon à ses propres employés. Oui, mais alors, dans le même temps, alors évidemment, donc beaucoup de participation et 55% des salariés qui ont décidé de vous suivre, eh bien, certains vous accusent dans le groupe Air France, et pas uniquement la compagnie, de défendre des intérêts catégoriels qui vont donc à l'encontre d'autres intérêts des salariés donc de ce groupe Air France. Que répondez-vous par exemple à ces hôtesses et stewards qui eux aussi réclament des augmentations de salaire, notamment au sein des compagnies low cost comme Joon, là où vous, pilotes, conservez vos avantages? Et écoutez, nous, pour l'instant, ce qui concerne la compagnie Air France, donc nous travaillons en intersyndical pour l'attrapage de l'inflation, ça concernera toutes les catégories de personnel. Voilà. Concernant Joon, alors là c'est très différent dans le sens où Joon est un nouveau concept que Air France a inventé, où les pilotes sont des pilotes d'Air France, donc aux mêmes conditions de travail qu'Air France. Et par contre, tous les hôtesses et stewards, donc tous nos PNC, les personnels navigants commerciaux, sont recrutés à la base, c'est-à-dire ils n'appartiennent absolument pas à Air France, et donc ils sont sur des contrats qui sont radicalement différents d'Air France. Ça c'est sûr. Et bon, à ce niveau-là, c'est pas du tout de notre ressort, c'est pas du tout pour nous ce genre de négociation, puisque c'est complètement indépendant en fait. Si quelqu'un avait dû se battre, ça aurait été nos syndicats de PNC, donc des personnels navigants commerciaux, de le faire, parce qu'ils ont laissé un petit peu le verre s'installer dans le fruit, avec des emplois sur des lignes Air France, parce que Joon vole à 70% sur des lignes Air France, il faut être conscient de ça. Donc c'est une espèce de concurrence directe dans la même compagnie.
de deux entités différentes pour nos hôtesses et stewards. Oui, et par ailleurs, vous réclamez donc, je le rappelais, vous le disiez en début d'interview, un peu plus de 5% de hausse de salaire, là où la compagnie propose donc 2%. Un compromis sera-t-il trouvé au final parce que finalement, bon, 5 ou 2% en matière en termes mathématiques et économiques, ce n'est quand même pas la même chose. Ah ben bien évidemment, c'est sûr. Mais déjà, quand ils sont montés à 2%, c'est sous la contrainte, hein, parce qu'au début, c'était 1% sur l'année et encore coupé en deux, puisqu'ils voulaient faire 0,6 en avril et 0,4 en octobre, ce qui n'est pas un vrai 1% dans l'absolu. Pareil, hein, mathématiquement parlant. Et donc, on espère qu'on va pouvoir se diriger vers un compromis, mais là, en l'état actuel, c'est vrai on était en blocage complet, c'est-à-dire pas du tout d'écoute de notre DRH, Monsieur Gâteau, qui n'a jamais fait un seul geste dans notre direction. Oui, et pour évoluer un petit peu, Air France n'aurait-il pas intérêt à augmenter finalement le nombre d'heures de vol réalisées par vous, les pilotes, quand on sait qu'un pilote Air France vole 700 heures par an contre 780 pour un pilote travaillant chez British Airways, 80 heures de plus par an, c'est environ 80 Paris-Nice par an. Là aussi, peut-être une importante limite de la compagnie, non? Alors ça, c'est absolument pas dépendant de nous finalement, parce que je pense qu'on a les mêmes limitations que ce soit les Allemands à Lufthansa, les Anglais à British et nous Air France. C'est une question d'organisation de la compagnie. En fait, je pense que si vous demandez à la plupart des pilotes s'ils veulent voler plus, ils vont vous dire, ben, bien évidemment, on veut voler plus, dans les limites bien sûr de la réglementation, hein. Il faut aussi savoir que chaque année Air France, vu la gestion des effectifs qui a été assez calamiteuse là, pendant toutes ces dernières années, puisqu'il n'y a pas eu d'embauche, pas de formation, il y a quelques pilotes. Moi, je suis sur Boeing 777, hein, sur long courrier. Il y a à peu près un quart des pilotes qui sont arrêtés de vol avant la fin de l'année puisqu'ils atteignent justement ces butées opérationnelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser pour ne pas se mettre en infraction vis-à-vis de la loi. Alors Laurent Berger, donc le patron de la CFDT hier était invité chez nos confrères de Europe 1 et il déclarait: Mhm. les personnels au sol n'ont pas intérêt à suivre les syndicats des pilotes, c'est-à-dire vous, parce que c'est eux qui vont payer la facture à la fin. Que lui répondez-vous? Ben, pour moi, Monsieur Berger, là, il est totalement discrédité déjà depuis vendredi, hein, quand il a appelé à voter oui au référendum. Je pense que ses propres troupes au sein d'Air France l'ont désavoué. Il a traité le président du SNPL, notre syndicat de pilotes, de leader Maximo, ce qui est complètement ridicule d'employer des termes pareils. Pourquoi pas lui le traiter, je sais pas, moi, de collaborateur ou d'agent du MEDEF, quoi. Je veux dire, c'est quand même très étonnant de la part d'un patron de centrale syndicale. Donc, si vous voulez, il continue un peu cette politique d'essayer de diviser et d'essayer de collaborer finalement avec la direction. Et Donc, pour enfin, nous, il a vraiment perdu beaucoup de sa légitimité. ouais. Et enfin, Christophe Campestre, qu'attendez-vous du successeur de Jean-Marc Janaillac? Quel président vous faut-il, vous, syndicat des pilotes de ligne chez Air France? Bah, si vous voulez, nous, pour replacer un peu les choses dans leur contexte, Monsieur Janaillac s'est auto-sabordé. On n'avait rien de particulier contre lui, hein. On aurait bien aimé qu'il reste pour s'occuper du groupe. Il a choisi de faire un référendum en faisant une espèce de chantage à la démission, ce qui me paraît pas vraiment digne d'un patron d'un groupe de la taille de Air France KLM, parce que faut quand même rappeler que M. Genac est président du groupe Air France KLM, pas seulement d'Air France. Il a donc des grosses responsabilités vis-à-vis de KLM, donc et des Hollandais, nos collègues hollandais, qui ont d'ailleurs très mal vu cet engagement personnel qu'il a pris. Il s'est exposé de lui-même à quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, hein. Ceci dit, après, on voit beaucoup d'inquiétudes. Je suppose, c'est un peu ce que vous disiez, là, une espèce d'alarmite aiguë en disant Air France est en danger, Air France va mourir. Il y a toujours une direction Air France, il y a un directeur général, il y a un DRH, Monsieur Gâteau, qui prend ses ordres directement du gouvernement apparemment, puisque c'est un homme politique, c'est pas un capitaine d'industrie. Et ils sont tout à fait aptes à négocier. Monsieur Janelac, à la limite, n'avait même pas besoin comment dire, de s'engager comme il l'a fait personnellement. Il aurait pu laisser son directeur général d'Air France, ainsi que le DRH d'Air France, gérer le problème d'Air France. Je pense qu'il ne s'est jamais ingéré comme ça dans les affaires de KLM quand il y a eu des négociations au sein de KLM. Il n'est pas intervenu personnellement en les menaçant de démission, des choses comme ça. Merci beaucoup Christophe Campestre, commandant de bord chez Air France depuis près de 30 ans, vice-président du syndicat des pilotes d'Air France. Et cette grève donc qui devrait continuer en tout cas sur le mois de mai et peut-être voire plus hein, si aucun accord n'est trouvé d'ici là. Ben, écoutez, là, pour l'instant, je pense qu'il va quand même y avoir une accalmie. Là, en ce moment où je vous parle, il y a l'intersyndicale qui est réunie à Roissy, là, et ils sont en train de parler justement du mois de mai, du mois de juin. Je pense sincèrement qu'il y aura une pause, le temps que les gens réfléchissent et prennent une stratégie.
Par contre, c'est sûr que si les négociations ne reprennent pas sur des bases beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus saines, il risque effectivement d'y avoir de nouveau des conflits. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner ni de date, ni de délai, en fait. Ça reste pour l'instant du projet. Merci beaucoup Christophe Campestre d'avoir répondu aux questions de C'est l'Info.